Bonsoir à tous, nous sommes à 24 heures du coup d'envoi des demi-finales de la Coupe du Cameroun. Deux rencontres ultra alléchantes du côté du stade annexe de la réunification de Douala Bipanda. D'abord, stade de Bandjoun aura une forte opposition face à PWD de Bamenda. Et puis, il y aura une autre belle rencontre pour le compte de ces demi-finales. C'est la formation de Fovo Club de Baram qui sera donc face à la Colombe sportive du Djaï Lobo. Décryptage de ces deux rencontres dans cette édition de Horizon Sport. Tout comme on reviendra également sur d'autres sanctions survenues également au cours de cette semaine. Et oui, le président du stade Football Club de Berthois, il a été donc suspendu de toute activité liée à la Fédération camerounaise de football et son club relégué en deux divisions, relégué pour deux divisions inférieures. Donc le club évoluera donc l'année prochaine en Ligue départementale du côté de la région de l'Ouest. On reviendra également sur cette actualité, tout comme on parlera de judo avec ce clin d'œil à cette Camerounaise qui a donc fait honneur au vert rouge jaune du côté de la Côte d'Ivoire avec une médaille en or empochée lors de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. On reviendra donc sur cette actualité et bien d'autres dans cette émission de Horizon Sport. Le temps de présenter le panel de ce soir. Voilà, il est toujours là comme chaque vendredi soir. Le coach Clément Zeko, consultant permanent sur notre plateau Horizon Sport. Il est bien là encore ce soir. Coach Clément Zeko, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Fabrice, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder et qui prennent aussi de la joie. Je voudrais m'incliner devant la mémoire du professeur Niasse Barthélémy qui sera conduit à sa dernière demeure en Tonga. Et je dis patience à sa tendre épouse qui s'appelle Patricia. Et voilà, lui, il a donc renouvelé l'invitation. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, un ancien lion indomptable, médaillé olympique, médaillé d'or olympique avec le Cameroun aux Jeux de Sydney 2000. Une fois de plus, il est sur le plateau de Horizon Sport ce soir. Serge Branco, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir à toi, merci pour cette nouvelle invitation. Bonsoir au panel, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Kinox. Je voudrais déjà ici, comme vous savez très bien que je sors de l'Allemagne où je viens d'enterrer ma fille, je voudrais dire un remerciement ici à ma famille proche, ma grande sœur Marie-Angèle qui est aux États-Unis, ma grande sœur Ekomamat Mimi qui est à Londres et ma petite sœur Marie-Laurence qui est en Belgique. Et je voudrais aussi ici souhaiter bonne guérison à un membre du comité exécutif de l'Africa Foot qui est souffrant et qui est malade actuellement, qui s'appelle M. Niassa Soleil. Donc je voudrais lui souhaiter beaucoup de force, beaucoup de courage car actuellement il est souffrant. Et surtout un petit coucou au commandant de la brigade de gendarmerie d'Aquanor à Bonamoussadi. Et voilà, donc merci de m'avoir invité et je suis content d'être là. Nous profitons une fois de plus pour vous adresser nos sincères condoléances également, ainsi qu'à toute votre famille. On va présenter également notre panéliste ce soir. Il est donc de retour après un bon moment d'absence. Lui, il est également consultant sur le plateau d'Horizon Sport. C'est le coach Vassilios Essémé Olivier qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir été répondu présent ce soir. On va donc introduire également le dernier invité de ce soir. Lui, voilà, c'est un novice sur le plateau. Il découvre pour la première fois. Il est journaliste sportif. Avec lui, on va essayer de comprendre l'actualité qui a donc marqué la semaine. Il s'appelle Yves Bonteke. Il est journaliste sportif, comme je vous l'ai dit. Yves, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir aux téléspectateurs de Equinox, précisément à ceux d'Horizon Sport. Horizon Sport, c'est un réel plaisir pour moi d'être là pour la première, tout en espérant que nous allons donner le meilleur de nous en ce qui concerne les sujets qui sont placés sur la table. Et voilà, le décor est donc planté. On va commencer tout de suite et maintenant. Oui, on parle donc des demi-finales de la Coupe du Cameroun avec les 4 équipes qui sont déjà dans la ville de Douala. Parmi eux, Stade de Bandjoun qui jusqu'ici a suscité beaucoup d'émotions tout au long, depuis le début de cette compétition. Le club a justement mis out de cette compétition plusieurs clubs de l'élite 1, notamment Bambou
Bamboutos Football Club de Bouda et Stade Rena de Milan. Le club est donc dans la ville de Douala et prépare le match de demain, 13h30, coup d'envoi du côté du stade annexe de la réunification de Douala Bépanda. On peut voir la belle ambiance qui a régné entre les joueurs et le staff technique cet après-midi du côté de Deido, une belle équipe. Voilà, Côte Clément Zeko, vous avez suivi cette équipe qui monte en puissance. C'est pratiquement la grosse surprise depuis le début de cette Coupe du Cameroun. Stade de Banjul, tombeur déjà de Bamboutos de Bouda, des stades Rena de Milan. Beaucoup croyaient que c'est une équipe qui découvre la compétition parce qu'elle évolue en D2 régional de l'Ouest. Mais il faut y rappeler qu'elle a été finaliste de la Coupe du Cameroun, c'était en 1996 et cette année-là, elle avait été battue 0 but contre 1 par Rassan de Bafoussambou qui suivait également de très près cette Coupe du Cameroun. Un mot à dire sur cette équipe, coach Clément Zeko. Oui, Stade Banjul est en train plutôt de confirmer les espoirs qu'on a placés en lui, simplement parce que tout en début, lorsque ce stade est revenu, les scores qu'il réalisait dans le championnat de l'Ouest étaient des scores vraiment pas catholiques, au point où les gens ont cru que c'était un petit montage. Et la Coupe du Cameroun est survenue et on voit que le résultat que cette équipe produit est vraiment le fruit d'un dur labeur. Et ce labeur, je pense que la Coupe du Cameroun va véritablement servir à cette équipe-là pour se relancer, pour redorer son blason. Nous savons que cette équipe est restée dans le tréfonds du championnat, et même dans les oubliettes depuis un moment. Nous savons que lorsque le président Fouadine Calvin, qui tenait à l'époque cette équipe, est parti pour aller se faire l'aventure ailleurs avec Mon Cameroun, patatras, l'équipe a sombré et elle est tombée aux oubliettes. Aujourd'hui, l'équipe renaît de ses cendres et a en son sein une organisation qui fait en sorte qu'ils peuvent cueillir précocement, parce que les résultats sont tellement vite venus que tout le monde maintenant est obligé de regarder avec d'autres yeux ce qui se passe autour de Stade. Parce que Stade s'était donné, je suppose, s'est donné pour objectif de revenir sur l'échiquier du championnat et d'élite du Cameroun et du tréfonds du championnat de la région de l'Ouest, où ils se sont relancés pour se mettre sur ce chemin. Et la Coupe du Cameroun sert donc de leitmotiv pour galvaniser un certain nombre de personnes qui doivent apporter leur soutien, qui doivent apporter leur concours, qui doivent apporter leur appui pour que cette équipe-là non seulement existe, mais existe franchement. Et la manière avec laquelle elle est en train de prendre le taureau par les cornes donne déjà de la joie à ceux qui peuvent se revendiquer, même géographiquement, de cette partie du Cameroun, et même sportivement, avec les différents joueurs qui constituent son ossature. On peut voir que normalement, il faut les supporter. Donc, Stade Banjul s'est donné pour objectif de revenir sur l'échiquier. Et si la Coupe du Cameroun peut servir de rampe de lancement, ça ne peut être que tout bénef. Mais maintenant, l'euphorie de la situation peut déjà passer parce que c'est vrai, les équipes de seconde zone bénéficient en situation de Coupe du Cameroun d'un avantage qui n'est pas souvent relevé, mais qui est franc. C'est que la Coupe du Cameroun arrive lorsque les équipes d'élite sont déjà un peu émoussées, déjà mentalement, dans leur fonctionnement, dans un certain nombre de choses, à telle enseigne que la Coupe du Cameroun, si elle n'est pas prise autrement et réorganisée fermement pour donner une orientation, c'est facile de voir les équipes sortir, parce que vous sortiez au 32e de finale ou bien en demi-finale, le résultat c'est le même, vous n'avez pas gagné le trophée, ça donne rien. Et pour une saison qui a duré le plus longtemps possible, chacun veut déjà aller en vacances. Et lorsqu'on se rend compte qu'effectivement on ne peut pas aller au bout de l'action, il est préférable de s'arrêter tôt pour récupérer, se préparer pour se relancer. Je ne dis pas que toutes les équipes sont comme ça, mais c'est la lecture qui peut émaner de ce que nous observons. Je parle étant un acteur au départ de cette Coupe du Cameroun, même aujourd'hui je suis à côté, c'est que nous avons un peu souffert de cet émoussement qui survient au bout du processus du championnat lorsqu'on n'a pas réussi à atteindre ses objectifs.
et Stade Football Club de Banjul qui va justement aborder cette demi-finale de la Coupe du Cameroun avec un moral beaucoup plus haut parce qu'il faut le rappeler, le club a été vainqueur mercredi dernier justement du côté des demi-finales, des barrages de la Ligue régionale de l'Ouest. Le club a justement battu Polytech Football Club de Noun sur le score de 3-0. L'ambiance est plutôt bonne dans la tanière, confirmation avec la réaction de ces joueurs qu'on va suivre à l'instant au micro de Dayastiana. C'est immense, déjà le plus début du championnat est ici. Et je pense que par la grâce de Dieu, on va les atteindre. Et déjà, nous sommes déjà presque 24 heures d'un match qu'on prépare d'une demi-finale. Je pense que le moral est bien en place et je pense que demain, on va tout donner pour remporter la qualification. De continuer à espérer et de continuer à croire en nous et de croire en ce qu'on fait. Parce que quand tu crois en ce que tu fais, forcément tu vas arriver. Très bonne, vous-même vous le verrez, vous-même vous constatez, l'ambiance est très bonne. Je crois que tout est au beau fixe, moi, le beau fixe, les présidents nous ont assez motivés. Je crois qu'on est assez prêt, fin prêt pour réaliser quand même l'exploit parce qu'une équipe de régional, troisième division, arriver à ce niveau, je crois c'est quelque chose. On a commencé petit à petit, on a dit la petite venant en mangeant, nous voilà, au fur et à mesure on gravit les marches. On arrive à ce niveau, et quand on arrive à ce niveau, on ne va plus dire qu'on est là pour figurer, on est là pour quand même, on va dire qu'on est là pour, on a traversé des étapes avant d'arriver là, on va dire qu'on est là pour remporter. Les supporters ont toujours fait leur travail, le 12e joueur, surtout à Stade Banjul, a toujours fait son travail, de nous supporter, de nous soutenir, c'est tout ce qu'on demande. Qui viennent nombreux au stade et demandent de nous soutenir, je crois qu'on va essayer de leur faire plaisir comme d'habitude. Et voilà la réaction de quelques jours. On a justement vu le capitaine de cette formation de Stade Football Club de Banjul, qui, on le rappelle, tombeur de Polytech de Bonsoir lors des demi-finales, donc des quarts de finale de la Ligue, des barrages de la Ligue régionale du côté de l'Ouest Cameroun. Stade Football Club de Banjul, une belle histoire quand même avec vous, Serge Banco. Oui, je suis ému parce que je vais rappeler ici que mon premier match au Cameroun de haut niveau, c'était l'ouverture du stade Fosso Victor, je pense qu'en 1995, si je me souviens sans exact. Je sors de l'école de brasserie où le coach John Kep m'amène à l'Unisport de Oncam, l'Unisport de Bafan, et on joue en match d'ouverture, stade de Banjul contre Unisport. Je me rappelle que dans mon équipe et en face, il y avait certains stagiaires de brasserie comme Ngom Kome, dans le stade de Banjul, Mbiako, Ngomwe Fambe, Mbachou. Donc c'était vraiment une génération de jeunes qui montaient et c'était mon premier match de haut niveau. Donc ça me reste un peu en souvenir et je trouve que c'est une bonne chose de voir. C'est pour ça que la coupe est souvent une compétition très attractive parce que ça permet aux petits poussets d'affronter les grands poussets parce qu'il faudrait dire aux téléspectateurs que Stade de Banjul en D2 régional, c'est l'équivalent de la 4e, 5e division. Donc ils battent Bamboutos qui est vice-champion du Cameroun. Donc vous voyez que ça permet à ces jeunes d'avoir un peu de lumière. Mais je ne suis pas très fan de ce genre de succès parce que ça prouve aussi la fébrilité du championnat, du niveau du championnat. Qu'une équipe de D4 se met à battre des clubs de D2, D1 successivement et va même peut-être gagner la coupe. Ça prouve que le niveau du championnat chez nous au Cameroun, le niveau des clubs de première, de deuxième division, et que ce n'est pas très bien pour la qualité, la visibilité du championnat. Mais j'aurais aimé être à la place de ces jeunes, j'aurais aimé vivre cette aventure. Mais il faudrait que le Stade de Banjul comprenne que l'objectif d'abord c'est de monter en division régionale, après d'arriver en D2, parce que des succès précoces parfois fait tomber les dirigeants dans la facilité et ils pensent que bon, maintenant avec l'engouement de la coupe, après ils sont déjà prêts et tout. Pourtant ils ne sont pas prêts, parce que quand on est en D2 régional, on ne peut pas être prêt. Il faut aller étape par étape. Et c'est ce que je les souhaite. S'ils peuvent avoir une belle aventure en Coupe du Cameroun, c'est le mal que je peux les souhaiter. Mais moi, j'aurais aimé voir des équipes plus structurées, des équipes qui ont un peu d'expérience, des équipes qui ont un peu du vécu, prospérer dans cette compétition. Parce qu'on a vu des playoffs, on a vu que beaucoup de clubs qui avaient beaucoup de qualité durant la saison, qui ont pratiqué très beau football. Même on a des clubs comme Astre, comme Gazelle, tout ça. Et moi, j'aurais aimé voir ces équipes arriver au bout. Mais je souhaite beaucoup de chance à Stade de Banjul. J'ai une histoire commune et j'espère qu'ils vont aller loin.
Coach Vassilios, une équipe qui vient de la D2 régionale de l'Ouest et qui parvient à se hisser à l'étape des demi-finales de la Coupe du Cameroun. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Oui, cela peut s'expliquer à l'engouement et à l'ambition de l'équipe. Vous savez, quand une équipe joue la montée, elle se donne des moyens financiers, des moyens au niveau de l'encadrement technique et des moyens en termes de recrutement. Donc on peut parler de la qualité des joueurs. La D2 régionale, vous savez, c'est un palier au-dessus de l'élite. Ça, il faut le dire. C'est l'antichambre de l'élite. Dans le morcellement du championnat camerounais, vous avez l'élite 1 qui est nationale, l'élite 2 qui est nationale et la D2 régionale qui fait la promotion des clubs qui veulent rejoindre l'élite. Je crois que c'est sur cette lancée aujourd'hui qu'est Stade de Bandjoun qui veut se positionner pour les Interpools. Et par le passé, on avait la première et la deuxième division. Et logiquement, c'était le même processus. Et il était très facile pour des joueurs qui avaient des moyens et la qualité des joueurs de jouer sur deux tableaux. C'est un peu le cas de cette équipe de Stade de Bandjoun aujourd'hui qui se donne des moyens. Et Clément a relevé quelque chose d'assez important aussi. La fin de saison en élite avec les équipes qui sont un peu émoussées d'une saison assez difficile, face, n'est-ce pas, à une équipe qui est dans une spirale dynamique, qui a l'allant et l'engouement à un moment donné. Et lorsqu'on sait que la coupe se joue en un match, l'équipe qui a le bon état d'esprit, qui a la fraîcheur qu'il faut, finit toujours par damer le pion parce qu'il y a une super motivation derrière. Donc peut-être c'est cette sensation que fait aujourd'hui cette équipe de Stade de Bandjoun. On peut leur dire bravo. Maintenant, ils ont un adversaire bien futé en face. Ça, il faut le dire, qui est aussi habitué à la coupe comme eux. Le PW de Bamenda, ce n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une équipe qui est constante sur le championnat. On se souvient qu'ils ont joué une finale, on se souvient qu'ils ont été champions, donc ils connaissent aussi la compétition africaine. Même si aujourd'hui ils ont un effectif un peu rajeuni, j'en profite pour dire que le travail de la NAFOOT porte d'ailleurs ses fruits, parce que dans l'effectif de PWD de Bamenda, le gardien, le jeune titulaire qui à 18 ans est déjà dans la porte des U20 également, être passé par les U17 chez, vient de la NAFOOT. Ça, il faut le dire. Il y a le latéral gauche qui joue aussi en défense centrale, à bord, le fils du coach, qui est également. Et il y a Fré, qui aussi y est, qui est un milieu de couloir. Il faut dire que c'est des jeunes qui ont à peine 18 ans, mais qui sont tous titulaires au sein de cette équipe qui, aujourd'hui, va à la porte des pluies. Et je parle sur le contrôle de Clément. C'est des enfants qu'il a eu l'occasion d'avoir durant tout ce championnat. Donc, on ne perdra rien à les suivre de près. J'en profite pour l'occasion pour leur dire bonsoir et tous mes encouragements qui continuent à porter très haut l'étendard de la NAFOOT. Parce qu'à un moment donné, on se posait la question, depuis 2017-2018, est-ce qu'on n'a pas de produits sur le marché? On s'est toujours targué de dire aux gens que, pour le moment, nous n'avons pas des enfants au-dessus de 18 ans dans dans nos cuvées. Et voilà que les premières pépites de la toute première promotion, ils sont nombreux qui jouent aujourd'hui au championnat d'élite très précocement. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de les féliciter davantage. Alors, Yves Banteke, on a une équipe qui part de la D2 régionale et qui, on l'a dit, c'est à ces demi-finales de la Coupe du Cameroun. Vous qui suivez le championnat régulièrement parce que vous êtes d'abord journaliste, est-ce que vous pensez que Stade de Bandjoun peut faire mieux? Bien évidemment, Stade de Bandjoun peut faire mieux. À la vérité, il faut dire, peut-être le coach Clément et même le coach Vassilios ne l'ont pas signalé. Il y a beaucoup d'expérience dans cette formation de Stade de Bandjoun. Il y a des joueurs dans cette équipe qui ont joué l'élite 1, l'élite 2. Ça veut dire félicitations aux dirigeants de Stade de Bandjoun qui ont su... Là, on parlait de la qualité du recrutement. Justement, la qualité du recrutement. Non, mais il fallait... Là, on parle les mêmes termes pour le dire. Mais là, on parlait de la qualité des joueurs. Pour nos téléspectateurs qui sachent que à Stade de Bandjoun, aujourd'hui, on a des joueurs qui ont déjà évolué en M10 Elite 1 et en M10 Elite 2. Ils connaissent la compétition. Ils sont aguerris, ils sont au moins 9 dans cette formation de Stade de Bandjoun qui connaissent véritablement la compétition. Alors, moi je ne suis pas tellement surpris de voir cette équipe arriver où ils sont. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la magie
de la Coupe. On le voit sur d'autres cieux. Serge Branco disait ça pose un problème au niveau de la qualité de notre championnat d'élite, mais sur d'autres cieux, on le voit. On voit des équipes arriver en demi-finale, en quart de finale, en France, en Espagne, pourquoi pas au Cameroun. Donc, lorsqu'on est mieux structuré, on peut le faire. On peut le faire. Et le coach Vassilou le disait, oui, félicitations également à ces dirigeants qui ont su recruter malin entre jeunes et rodés dans la compétition. Donc, moi, je pense, je ne suis pas surpris. Maintenant, ils ont surpris beaucoup d'équipes de MTN Elite One, c'est-à-dire plusieurs équipes de MTN Elite One et Elite 2. Et aujourd'hui, PWG de Bamenda, qui est habitué à la compétition, qui est sorti champion du Cameroun, est véritablement préparé et averti par rapport à Stade de Bandung. Ça va être un match difficile, ça va être un match discuté entre les deux équipes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas voir Stade de Bandung arriver en finale de Coupe du Cameroun, une équipe de régionale arriver. Pour moi, c'est un souhait. Pas parce que je les supporte, mais parce que j'aimerais voir cette magie-là opérer. Et cela prouvera que si les équipes d'élite ne sont plus en train de travailler, les équipes en région sont véritablement en train de travailler pour arriver au haut niveau. La preuve en est, Fabrice le disait tout à l'heure, ils sont aujourd'hui en demi-finale de la région. Au niveau des barrages en région, ils ont gagné facilement. Ça veut dire qu'ils savent où ils vont. Ils ont pour prétention d'arriver aux Interpools. Pourquoi pas aller en Elite Tour. Donc félicitations à cette équipe, félicitations aux dirigeants qui ont su allier la jeunesse à l'expérience. Et pourquoi pas voir cette équipe demain remporter face à PWG de Bamenda. Une équipe que j'aime bien, il faut le rappeler, mais ça va être tellement discuté qui va se jouer sur les détails. Oui, j'ai une petite précision qui vaut son pesant d'or. Vous avez vu dans le Stade de Bandung, c'est un exemple que d'autres clubs doivent copier. On a des jeunes dirigeants qui n'attendent pas les subventions de la FECAFO. Il y a des jeunes dirigeants qui sont arrivés à Stade de Bandung, dont le président, je crois, M. Kenyé, et le directeur sportif, et le docteur Beka, le directeur général. Voilà des jeunes managers dans l'âme qui savent que même en D2 régional, on peut déjà bien travailler. Les coachs ont insisté ici sur la qualité du recrutement. On ne fait pas la qualité du recrutement sans moyens. La qualité, ça veut dire des bons joueurs, des bons pépites. Il faut les entretenir, il faut les nourrir, il faut les payer, il faut prendre soin d'eux, il faut une couverture sanitaire. Et je félicite les dirigeants de Stade de Bandung. Si les autres présidents de première division, qui sont là depuis 20 ans à attendre les subventions et à attendre de l'argent pour travailler, ils peuvent prendre l'exemple sur Stade de Bandung où on peut travailler avec, sans les subventions, étant en D2 régional, recruter des joueurs de qualité, s'occuper de son staff, prendre soin de ses joueurs et avoir du résultat. Alors, coach Clément Zeko, pour atteindre le cap de la finale ou alors remporter finalement le trophée de Coupe du Cameroun, il va falloir faire face à PWG de Bamenda. Le coach Vassilou l'a rappelé, c'est une équipe constante dans le championnat Elite One, vainqueur déjà de cette Coupe du Cameroun en 2021, une fois champion du Cameroun. Oui. C'est une équipe qui a représenté même le Cameroun, on se souvient l'année dernière du côté de la Coupe de la Confédération. C'est une équipe bien expérimentée. Comment on aborde ce genre de match quand on est face à une équipe autant expérimentée? Non, il faut reconnaître que Bamenda la situation voudrait qu'on soit motivé, qu'on ait l'envie d'aller plus loin, d'aller au fond de soi-même, produire le résultat. Il faut d'abord cette motivation. Et j'ai dit dans la première prise de parole que si vous voyez l'ensemble des équipes d'élite être bottées hors de la compétition, c'est un problème de démotivation simplement. Parce qu'on vient de finir une saison assez longue avec une gestion à l'intérieur des éléments qui, bon, au petit bonheur, la chance, pour les uns c'est bon, pour les autres c'est pas bon, pour certains d'autres encore, il y a que, bon, peut-être qu'ils n'ont, la saison était à la limite pourrie. Ça fait que lorsqu'on tombe, lorsque le championnat s'achève et qu'on doit entrer en coupe, c'est un peu comme si on avait dévalorisé. Le joueur a comme l'impression qu'il est un peu dévalorisé. La coupe ne lui servira pas à grand chose. Il a passé plusieurs journées là à ne pas être trop utilisé. Maintenant, c'est la coupe qui se présente. Donc, il y a un problème de motivation. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au bout de moi-même par rapport à la situation qui se présente? Et lorsqu'on regarde la motivation, Bamenda a de la motivation. Simplement pourquoi? Ils sont récents vainqueurs dans la compétition. Donc, ils ont encore cette saveur dans la bouche et ils sont, pour la circonstance, ils peuvent avoir les faveurs de pronostic parce que
la situation. Oui, Ouais. avec un peu oui, pour avoir déjà vécu cette compétition. oui, ça va, ils vont pouvoir le faire. Ils Mais sont simplement, vainqueurs. ce que je voulais dire, que au niveau de la motivation, si les équipes situées en un cran en dessous sont plus motivées, c'est juste que à chaque étape de la compétition, c'est un palmarès pour cette petite équipe. Lorsque je joue contre une équipe, on vient de souligner que Bantoun est en 4 divisions en dessous. C'est-à-dire, quand tu joues contre Bamboutos, le simple fait de jouer contre Bamboutos, c'est déjà un palmarès. De battre Bamboutos, c'est quelque chose d'encore. De l'éliminer, même si au bout du compte, pour le processus global de la Coupe du Cameroun, ils ne vont pas gagner, ce n'est pas leur problème. Ils vont se souvenir que nous avions été à telle étape de la compétition. Je prends encore un autre exemple pour étayer. En 1990, lorsque nous allons à la Coupe du Monde, on fait ce qu'on a pu faire. On n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Non, on ne l'a pas gagné, on n'était même pas en demi-finale. Mais le parcours que nous avons fait était déjà pour nous un trophée, que nous avons même brandi dans toutes les rues de notre République. C'est la même chose avec une équipe de division inférieure qui, pour cette année, pour avoir éliminé Bamboutos, c'est déjà quelque chose de bien. On va se souvenir que quand nous étions en D2, nous avons éliminé Bamboutos à la Coupe du Cameroun. Nous avons fait jusqu'à telle étape. Mais on ne vous dira pas qu'on a gagné cette coupe-là. Or, pour une équipe qui a l'habitude de gagner, si vous allez à une équipe d'élite qui va à la Coupe du En Cameroun, 90, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais on a battu l'Argentine de Maradona. c'était pour nous jusqu'aujourd'hui. C'est resté dans l'histoire. Mais maintenant, pour une équipe d'élite, on était à la Coupe du Monde toujours avec le Brésil, on a battu le Brésil. C'était bien pour nous. L'équipe qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, le Brésil qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, c'est un échec. Oui, oui. Parce que si nous avions gagné, donc c'est pour dire quoi? C'est un problème de motivation pour la compétition. Et maintenant, comment susciter cette motivation? Elle est de deux niveaux. La motivation intrinsèque au niveau du joueur et la motivation extrinsèque au niveau du club. Qu'est-ce qu'on met? C'est par étapes. Quand vous avez gagné, qu'est-ce qu'on vous donne? Quand vous-même, vous avez gagné, qu'est-ce que vous ressentez? Donc, pour cela, c'est un problème de motivation. Et lorsqu'on regarde Stade Bantoun et Bamenda, je peux pencher que Bantoun est un peu plus motivé. Mais de l'autre côté, il y a l'expérience de Bamenda qui, Dans la compétition. dans la récente, parce qu'ils sont quand même parmi les récents vainqueurs, donc dans la récente situation, ont quelque chose. Ils peuvent puiser dans leur passé récent pour juguler la situation qui se présente. Donc Bamenda, si Bamenda est motivé intrinsèquement, ça sera difficile pour Bantoun. Alors, Côte Vassilos, PWD va affronter une équipe de Stade de Bantoun. C'est vrai que quand on est mieux expérimenté, comment est-ce qu'on aborde, sous la posture de PWD, comment est-ce qu'on aborde cette rencontre? Est-ce qu'on se dit on va de manière zen, ou alors on dit on va aller avec la prudence? Bon, généralement, le plan de jeu d'un entraîneur dépend de ce qu'il a mis en place, comment est-ce qu'il a préparé le match dans la semaine, et aussi de la connaissance qu'il peut avoir de l'équipe adverse. Donc c'est ça qui détermine si on peut commencer un match par un pressing haut ou un pressing médian, ou simplement on peut jouer bas pour observer et voir comment, soit on peut, si on est bas, aller en contre-attaque, ou si on est médian, jouer en attaque placée et en attaque rapide, et si on est très haut, jouer en attaque rapide. Donc tout dépend de l'état d'esprit et de ce que l'entraîneur a mis en place et de sa connaissance de l'équipe adverse. Maintenant, il est clair que quand vous êtes à ce stade de la compétition, c'est un but, je sors. Donc, il y a de la prudence. Il faut jouer derrière avec une défense permanente, densifier l'entrejeu et aussi gagner les duels. Gagner les duels parce que dans un match pareil, les 15 premières minutes, c'est des minutes de combat. Des combats sur le plan physique, des combats sur le plan psychologique, des combats également sur le plan tactique. Donc, si vous venez et que votre adversaire va dans les mêmes longueurs d'onde que vous comprenez que c'est celui qui va plier les chines le premier qui va permettre à l'autre de prendre l'ascendance. Donc, moi je dis, on ne va pas donner les cartes aux entraîneurs, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais chaque entraîneur sait que son plan de jeu dépend de ce qu'il veut aller produire et du ressenti qu'il a de son équipe par rapport à la semaine qu'il a
préparer. C'est important. On ne fait pas du calquer ou du copier-coller parce qu'on a vu l'autre faire. On va au match parce qu'on a des éléments et parce qu'on a fait une préparation. Et là, nous, on est très mal placés pour aller dans une baguette magique pour vous dire que Bamenda va commencer demain par un pressing. C'est pas parce que Banjoul sort de la régionale qui vont venir de facto ouvrir le jeu ou se mettre à presser. Il faut savoir que dans l'entraînement, il y a des jargons qui vous confèrent un style, une identité. Par exemple, quand vous voyez Manchester City jouer, vous savez que c'est une équipe qui fait du pressing à outrance. Mais vous avez vu 2 matchs de Champions League où Manchester City n'est pas le faire du pressing. Donc ça veut dire que même en ayant son style de jeu, il a eu à se faire violence. S'il a compris que par rapport au jeu de l'adversaire, voilà l'attitude que je veux avoir. Je dois avoir si je veux absolument gagner. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que les entraîneurs ont travaillé toute la semaine. Nous, ce qui nous reste à faire, c'est justement d'aller découvrir le plan que chacun a mis sur pied avec l'approche tactique pour essayer d'aller remporter le match. Je vais prendre un exemple, par exemple, aux Jeux Olympiques, je vais vous dire quelque chose. Les entraîneurs, ils ont bien parlé. Moi, je pense qu'à un certain niveau, vous pouvez mettre la tactique que vous voulez. Mais si vous avez un adversaire en face qui est super motivé, votre tactique va sauter. Pourquoi? Je prends l'exemple. Regardez aux Jeux Olympiques à Sydney 2000. Je ne sais pas si je vais vous dire qu'on avait une tactique. On a un coach, Jean-Paul Akono, qui était plus motivateur et plus pédagogue que tactique. Parce que quand on tombe sur le Brésil de Ronaldo, Kaká, quand on tombe sur l'Espagne des Xavi et Puyol, je ne sais pas les tactiques qu'ils ont mis en place. Mais nous, la volonté qu'on avait, même avec les remplaçants qui ne jouaient pas, avec la volonté, motivation qu'on avait, on pouvait déboulonner tous les tactiques de l'adversaire. Donc je donne un conseil aux jeunes du stade de Banjoul, entrez sur le stade, donnez tout. Même si Bamenda a l'expérience, même s'ils ont les joueurs de première division, même s'ils ont gagné la coupe récemment, si vous êtes plus motivé que l'adversaire, vous avez déjà plus de chances de remporter ce match. Donc, étant petit pousset, vous avez battu Bamboutos, vous avez déjà assez montré que vous avez le moral pour gagner cette coupe. Parce que battre Bamboutos qui est vice-champion du Cameroun, c'est là où vous avez gagné votre coupe. Il n'est pas question que vous venez perdre contre le pays de la Roudi. Bon, maintenant, après, vous avez vu parfois dans des grandes compétitions des équipes arriver à un certain niveau, après des espoirs, à un certain niveau, ils sont émoussés physiquement, ou alors il y a des erreurs tactiques, des errements et peut-être des cartons rouges et tout. Si ce n'est pas ça, mais s'ils gardent la même motivation qu'ils ont eu contre Bamboutos, moi je pense qu'avec cette volonté-là, parce que techniquement et tactiquement, j'ai l'impression que Bamenda peut avoir un dessus, étant en D1. Oui, j'ai plus l'envie de répondre un peu à Branco. Donc, à Sydney, le Cameroun avait une tactique très affinée. Le Cameroun jouait à la ligne et cette ligne avait pris à dépourvu. À chaque fois que les adversaires sont partis, on jouait bien la ligne. Et à cette époque, cette ligne-là était un outil vraiment à la portée. Et lorsque vous l'aviez très bien appliqué, le Brésil est tombé à chaque fois comme des poissons dans la nasse. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas la tactique. Il y avait la tactique. La tactique, c'est une organisation collective pour pouvoir aboutir à un objectif, à un but. On s'organise par rapport à l'activité pour y arriver. On joue contre le Brésil. Nous ne pouvons pas aller attaquer le Brésil de la même manière, mais nous pouvons contenir le Brésil. On joue en ligne. Chaque fois que le Brésil orchestre, il se retrouve en position de hors-jeu et l'arbitre siffle. L'action s'arrête et on nous donne le ballon. Vous appelez ça quoi? C'est une organisation tactique affinée. Pour l'époque, elle était très affinée. Et c'est dans ce as-là que le Cameroun a eu à prendre le Brésil. Peut-être qu'elle était très défensive. Vous auriez souhaité voir une autre phase plutôt offensive. Mais cette tactique défensive nous a donné. Et comme on avait des joueurs tueurs sur la moindre occasion, on a la moindre occasion qui s'est présentée, l'adversaire en a pris à son compte. Et nous sommes restés, on les a contenus. C'est tactiquement bien organisé. Parce que j'étais mal compris. Non, c'est important que je précise. S'il te plaît, une minute, c'est important. Parce que quand je dis que, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de tactique. Mais je dis que la motivation, l'engagement était supérieur à la tactique. Parce qu'on avait qu'une ligne qu'on jouait, qui était parfois défaillante, qui était parfois bien. Mais je dis bien que la motivation qu'on avait et l'engagement qu'on avait a été primordial et c'était au-dessus de la tactique. Et voilà, on va donc... S'il te plaît, s'il te plaît. Avant de revenir à vous, coach, on revient à vous. On revient à vous. On va donc écouter d'abord le coach de cette formation des stades de Banjoul, rencontré également cet après-midi Pada Astiana. Il nous parle également des ambitions du club et de l'ambiance qui règne dans la tanière. Je vous suggère de l'écouter. Ils sont en train de booster le moral de ces enfants pour pouvoir retrouver l'élite qui avait été abandonnée depuis. Donc aujourd'hui,
comment je peux dire que Stade renaît de nouveau. Donc c'est tout à fait normal qu'une équipe emblématique comme Stade puisse se retrouver encore dans l'élite de notre championnat. Bon, je crois qu'on a pu démontrer nos objectifs. Nous savons qu'au départ, nous devions aller le plus loin possible en coupe. Et nous avons essayé de ménager notre monture et nous sommes à 90 minutes de cet objectif. Donc nous avons le match de demain pour conclure cet objectif et directement penser à l'objectif principal qui est la montée, qui est d'être champion d'abord de la région de l'Ouest, puisque nous jouons les demi-finales le 2 et maintenant être champion et nous battre pour aller aux Indépoules pour représenter une fois de plus valablement cette région et accéder à un élite tour. Et voilà, coach Vassilios, un mot à dire sur la rencontre avant de sortir complètement. Oui, juste un petit mot pour lever un petit équivoque, pour dire qu'il n'y a pas d'équipe qui va en match sans une organisation. Ça, il faut que ce soit clair. Chaque équipe a une organisation de jeu. Et ce qu'on peut appeler motivation rentre dans un aspect de performance qu'on appelle le côté mental, donc l'aspect mental qui est non négligeable, qui a un pourcentage un peu plus élevé que le pourcentage de l'aspect technique et tactique lorsqu'il s'agit d'un match de haut niveau. Maintenant, dans cette organisation, se greffe dans le comment résoudre un problème, c'est ce qu'on prépare à l'entraînement. C'est pourquoi on dit la tactique est une réponse spontanée d'un joueur ou à un groupe de joueurs face à un problème qui se pose à eux. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Maintenant, le côté mental est très important parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire la différence. Et la différence va davantage s'accentuer avec des joueurs que Clément a appelé des joueurs, des tueurs, mais qu'on appelle beaucoup plus des joueurs de décision. Ces joueurs de décision qui sont capables de transformer un ballon gâté à un bon ballon ou à un bon ballon tissé à un ballon en or qui peut vous faire la différence à tout moment. Donc, on est tous conscients que notre équipe olympique avait tous ces éléments et ce sont ces éléments qui les ont permis d'être à ce niveau où ils ont été. Et c'est pourquoi nous allons toujours continuer à les féliciter. Nous allons féliciter d'abord le coach Jean-Paul Akono, parce qu'on dit derrière une équipe qui gagne, il y a un grand entraîneur. Et derrière un grand entraîneur, il y a des grands joueurs. Tous vont du pair. On ne peut pas être dans un plateau là et se permettre de laisser simplement passer qu'on a une équipe qui allait gagner les Jeux Olympiques qui n'étaient pas organisés ou qui n'avaient pas la tactique. C'est pas proche. Donc nous concevons simplement que les mots que l'entraîneur a utilisés, et d'ailleurs c'est ça qui fait la différence chez un entraîneur. Quand vous avez fini de travailler, c'est votre discours qui détermine le match que votre équipe va faire. Vous entraînez bien, vous êtes bien organisé, vous n'avez pas les mots justes des joueurs. Si vous transmettez la peur aux joueurs, ils vont vous donner la peur au stade. Et si vous transportez un discours juste, galvanisateur, avec un bel état d'esprit, vos joueurs vont se transcender. Et derrière, qu'ils jouent à 9, à 10 ou à 11, le résultat sera le même. C'est pourquoi on était très fiers de voir une équipe olympique retourner à plus de 2 fois des situations très difficiles et face à de très grands joueurs. C'est la preuve qu'eux-mêmes ils étaient des grands joueurs. Et voilà, il y a donc 2 rencontres au milieu. On pourra parler de cette rencontre toute l'émission, mais on va passer à la deuxième rencontre. Justement, on regarde le tableau des rencontres prévues pour le compte de ces demi-finales. On a déjà évoqué la rencontre entre PWG de Bamenda et Stade Football Club de Banjul. Il y aura également une deuxième rencontre entre Fovu Club de Baham et la Colombe sportive du Dia et Lobo. Yves Banteke, 2 équipes que vous connaissez également très bien. Oui, bien évidemment. C'est vrai que j'aurais souhaité dire un mot sur ce que Serge Banco a dit. Non, coach, il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de tactique. Justement, il faudrait qu'on rétablisse. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de tactique parce qu'aucune équipe n'est pas en compétition sans stratégie, sans tactique. Mais au-delà de la tactique, il a voulu dire l'équipe nationale du Cameroun cette année avait une surmotivation. Au-delà de la tactique, c'est clair, il y avait la tactique. Vous avez parlé de la ligne, hors-jeu, etc., etc. Mais après la tactique, il y avait de la motivation, de cette surmotivation qu'il parlait. Quand je l'ai dit, 2 belles équipes qui ont eu une saison assez, on va dire, compliquée ou différente. Parce qu'en début de saison, Colombe du Dia Lobo, une équipe du sud du Cameroun que je connais très bien, s'est très bien comportée dans la première partie
du championnat MTN Elite One. C'était 8 matchs, 8 victoires au début du championnat. Et on voyait cette équipe aller très loin, mais sauf que en deuxième partie de saison, cette équipe s'est enrayée, on ne sait pas pourquoi, mais elle n'a pas pu faire une deuxième partie de saison qu'on attendait. Fofo Club de Bahram, je dois l'avouer, ça fait 2 saisons que je suis cette équipe. Ça fait partie des équipes de l'élite qui jouent au football magnifiquement. Je préfère le dire comme ça, cette équipe produit du foot. Les victoires de Fofo ne sont pas un hasard. Peut-être cette équipe perd souvent par naïveté, dans les détails, mais depuis que la Coupe du Cameroun a commencé, cette équipe nous produit du jeu et je pense que ça va être un match équilibré entre 2 équipes de MTN Elite One. Ça également, il fallait rappeler, ça va être un match serré entre 2 équipes qui se connaissent parce qu'elles ont eu l'habitude de se frotter, que ce soit en amical, que ce soit en compétition. On espère voir une belle rencontre qui va se jouer, à mon avis, sur des détails. Sur des détails, on ne verra pas du football champagne, mais des équipes, parce qu'il y a également sur ces bancs de touche 2 entraîneurs futés. Donc ça va être une rencontre serrée entre les 2 équipes. Et je pense que cette rencontre va se jouer sur des détails. Et parce qu'une équipe du Sud n'a pas gagné la Coupe du Cameroun, ça fait beaucoup d'années. On espère, pourquoi pas, que la Colombe ira en finale pour le plaisir des ressortissants du Sud. Mais je pense encore que ce match va se jouer sur des détails parce que 2 équipes qui se connaissent, 2 équipes qui produisent le foot. Mais lorsqu'on arrive en demi-finale, et c'est pas là que je vais chuter, lorsqu'on arrive en demi-finale, sincèrement, Fabrice, ça devient véritablement des mathématiques. Parce que lorsqu'on regarde même la première rencontre, c'est que Stade Banjoun peut, à un moment donné, ce qui peut tuer cette équipe, c'est qu'elle a joué mercredi. Ça peut peser sur ces joueurs. Parce que leur objectif, en début de saison, c'est de monter pour la MTN Elite One. Il faut passer par les Interpol. Il faut vraiment passer par les barrages dans l'Ouest du Cameroun. Et je pense qu'à ce niveau, on ne verra pas forcément des équipes qui vont nous produire forcément du jeu, mais des équipes qui vont calculer. Sincèrement, je pense qu'on va avoir 2 matchs hyper super serrés, 2 matchs où on n'aura pas de but, parce qu'on a sur les bancs de touche des équipes qui vont vouloir calculer, mais j'espère qu'on aura 2 équipes qui vont en finale et qu'on aura 2 affiches, une affiche en finale alléchante. S'il te plaît, pour sortir de ce thème, je voudrais préciser un truc, s'il te plaît, que ce soit très clair. Je vais vous dire encore ici au Cameroun, ce qui a fait la force de notre équipe nationale durant des années, c'est l'engagement, c'est ce qu'on appelle le Hemley qu'on est en train de chercher aujourd'hui. On a eu des grands tacticiens ici, Le Guen, Sidorf, Clemente, récemment Conceição. Quand tu voyais jouer l'équipe nationale sur Conceição, c'était un grand tacticien. C'était quoi? C'était Umgwet, Rongla, Anguissa, passe, retour au gardien. C'était quoi qu'on tenait? Aujourd'hui, on a Rigobert Son qui est là, qui veut imprégner ce Hemley. On a quoi? On a Kemen, on a Thiam, on a les milieux de terrain qui s'engagent. On a vu contre l'Algérie. Revenons. C'est ça que je voulais préciser que moi, je préfère une équipe qui donne tout, dont la motivation est à 100%, et sur le niveau tactique et technique, ils sont même à 20-30%. Au moins, la motivation te fait, le coach l'a dit tout à l'heure, quand tu es motivé, tu fais des gestes même que tu ne t'attendais pas. Quand tu vois Zidane marquer le but de la Champions League contre Leverkusen, je ne pense pas que c'est parce que c'était une tactique, c'est parce qu'il avait cette motivation de faire ce geste. Donc parfois, la motivation vous amène à faire des actions de but ou des gestes qui n'étaient pas préparés. Donc moi, je préfère une équipe plus motivée qu'une équipe plus assise tactiquement et techniquement. Alors, on va s'en sortir. À ce niveau, s'il vous plaît, nous sommes des experts et on parle de notre métier. Si je ne parle pas de foot, je ne sais pas de quoi je parlerai. Lorsque je ne mets pas en doute votre tactique, oui, mais je parle de mon avis et de ma motivation. Ce n'est pas la tactique. Ce n'est pas une discussion où il lorsque vous parlez de motivation, l'équipe qui gagne n'est pas celle qui est la plus motivée. Non. L'équipe qui est la plus motivée, l'équipe qui gagne, c'est celle qui a su mettre son niveau optimal d'activation au bon thermostat. La motivation, c'est la température à laquelle je dois avoir mon corps pour produire le meilleur jeu que je dois faire, le meilleur rendement que je dois avoir. Et si vous surmotivez, il peut se tétaniser. Ne serait que sur l'influx nerveux. L'influx nerveux peut tétaniser et vous ne serez pas capable de faire. Que tout part d'abord de la tactique. On ne dit pas qu'on ne commence pas par la tactique. Il faudrait d'abord la tactique. Toutes les équipes partent en guerre avec une tactique, avec une technique. Mais quand ça dit, je préfère une surmotivation, une motivation moyenne. Il y a des matchs qu'on gagne. Il y a d'abord la tactique, mais parfois on gagne des matchs
Parce que derrière, il y a de la motivation ou de la surmotivation. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne dit pas qu'il n'avait pas de tactique. Au départ, il y a la bonne tactique. C'est pour ça qu'on est sorti de ce débat depuis. Vous savez que techniquement, tactiquement, vous êtes des coachs de très haut niveau. On va avancer. Aller dans ce domaine avec vous, parce que c'est votre domaine. Allez, mais nous, en tant que joueurs, on reste sur notre domaine, notre engagement. Non, nous parlons aux téléspectateurs qui nous comprendre que oui, il y a les facteurs, on le parlait, on disait la dernière fois, il y a les facteurs de performance, il y a les éléments de la performance. Les facteurs, c'est facteurs techniques, facteurs physiques, facteurs tactiques, facteurs psychologiques ou mental. Ça, c'est ça les facteurs. Mais maintenant, à côté, il y a les éléments de la réussite, il y a les facteurs de réussite. Et c'est en mettant ça ensemble. On organisera une émission où on parlera de tous ces facteurs de réussite. J'aimerais bien qu'on reste sur les rencontres. On va quand même noter pour cette deuxième rencontre que Football Club de Barham, c'est quand même un sac vainqueur en 2001. Colombe qui court toujours après son premier sac du Cameroun. Football Club de Barham a battu en quart de finale une formation du Canon Sportif de Yaoundé qui faisait quand même partie du quatuor qui a joué les playoffs. Je peux parler allègrement de Fofu parce que Fofu est passé par moi. J'ai été une victime de Fofu dans son parcours. Ils ont éliminé les Astres. N'oubliez pas que je suis entraîneur des Astres. C'est pour dire que je connais, pour avoir joué contre Fofu, je peux avoir une lecture plus précise, plus assise de la situation. Malheureusement, c'est au niveau de Colombe que je n'ai pas la même information parce que étant dans deux groupes différents, dans deux poules différents, il n'y avait pas la même, je n'ai pas eu la même sensation. On l'a dit ici en début, Colombe a plané sur la compétition en tout début et on avait craint que Colombe n'ait pas d'adversaire à un moment donné. Mais malheureusement, la gestion au quotidien de la victoire, parce que c'est aussi ça le problème. Gagner, oui, maintenant comment gagner aujourd'hui et gagner demain? Comment gagner demain et être capable de gagner après-demain sans que la victoire d'hier n'édulcore l'activité d'aujourd'hui qui pourra plomber le résultat de demain. C'est ça la gestion, le management au quotidien des performances. Et je peux dire que Colombe est tombé sur ce facteur de la gestion des performances, au point où ils ont même changé d'entraîneur, au point où ils ont mis un certain nombre de choses à l'endroit ou à l'envers parce que les choses n'allaient pas. Et maintenant, cette Colombe, au niveau de la motivation, doit être plus motivée. Simplement pourquoi elle veut sauver sa saison. Parce que la saison qui lui tendait la main en tout début et qui transparaissait aux yeux de tout le monde que Colombe serait la bête à battre cette année, patatras, ça s'est effondré pendant qu'on avançait. Maintenant que la coupe vient lui donner l'occasion, ils vont s'accrocher dessus. Déjà, les joueurs eux-mêmes, pour affirmer leur qualité, les dirigeants, pour se donner de la contenance et maintenant dire qu'au moins utilisons la Coupe du Cameroun pour sauver notre saison. Donc au niveau de la motivation, elle peut être plus du côté de Colombe. Mais est-ce pour autant que la motivation là va être au-dessus de la praxis de Fofu? Ça c'est la grande question. Et maintenant quand on a regardé les deux équipes durant le championnat, on peut craindre que les deux aient des arguments pour tenir chacun d'attacher au à l'autre. Et voilà, on va complètement sortir de ces combinaisons des demi. On va quand même avancer. Le temps nous met un peu de pression. Juste pour dire qu'on a deux grandes rencontres qu'on a mis sur un petit stade. Oui. Voilà, moi j'ai des craintes. J'allais évoquer la question. Les matchs vont se jouer au stade annexe de la réunification de Douala-Bépanda. Pourtant, c'est deux matchs importants. On parle quand même là des demi-finales de la Coupe du Cameroun. On aurait pu permettre que ces matchs se jouent sur le stade principal de la réunification de Douala-Bépanda, mais ça n'a pas été le cas. On se pose bien la question, comment est-ce que ça va se passer demain? Comment est-ce que ça va se passer demain avec des places qui sont assez réduites pour des équipes qui vont quand même drainer beaucoup de monde, des foules au stade Serge Blanco? Oui, je voudrais dire comment on comprend ça? C'est un problème qu'il faut poser sur la table parce que jusqu'à ce soir, et avec une possibilité que ces matchs puissent se jouer dans le grand stade, dans la cuvette de la réunification. C'est vrai que ça a été programmé sur le stade annexe. Et vous savez que la FECAFOOT ou bien le comité d'organisation de cette compétition n'est pas propriétaire des stades. Donc, le stade est mis à la disposition des organisateurs des compétitions. Et maintenant, c'est aux organisateurs de ces compétitions de peut-être faire un rappel ou alors de faire un recours pour les faire comprendre que non, c'est 4 équipes mythiques, c'est 4 équipes qui drainent de foule. On ne peut pas jouer sur
des stades annexes. Parce que le stade annexe, c'est combien de places? C'est 3000 places maximum. Alors qu'on a Stade de Banjoun qui revient, on a Faubourg de Baram, on a Bamenda, on a Colombe, c'est des clubs mythiques. Donc ça veut dire qu'on peut attendre minimum 15 à 20 000 personnes au stade. Et jusqu'à ce soir, j'ai encore eu à discuter avec le secrétaire de M. Mbida, qu'il pensait qu'il y aurait des possibilités pour que ça puisse être délocalisé dans la cuvette. Non. En quelques secondes, Fabrice. Alors, nous ne nous mentons pas. Le dernier match qui était joué au stade de la réunification, c'était le match entre la République centrafricaine et l'Angola. Et les deux équipes se sont plaintes de l'aire de jeu. Justement, est-ce que vous pensez que la Fédération Cameroun de football ne voudrait pas que ce match se joue à la réunification, au stade principal? Il y a une raison pour laquelle ça ne se joue pas là-bas. Ne nous mentons pas. Raison indépendante de la FECAFOOT. De la FECAFOOT. Le stade n'est pas praticable, il faut qu'on se le dise. Oui, même le stade Japoma aurait pu accueillir ces rencontres, mais les stades ne sont pas praticables. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avoir du monde au stade et puis critiquer les aires de jeu, parce que ce qu'on ne nous dit pas suffisant, c'est qu'il y aura des télévisions qui vont venir diffuser ces rencontres, qui vont filmer ces rencontres. Plus de monde dira que non, le stade annexe, il est praticable du côté de Bepana. Et justement, parce que puisque les équipes viennent des horizons divers, et Douala étant le pôle qui peut réunir ces rencontres, le stade annexe est un stade qui peut, en termes de qualité de pelouse, abriter ces rencontres. Donc il faudrait qu'on dise ça quand même à nos téléspectateurs. C'est pas parce que la FECAFOOT ou bien encore le comité transitoire ne voudrait pas que ça se joue au stade principal de la réunification, c'est parce qu'il faut se dire la vérité. Au sortir des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations, au niveau des qualifications, les équipes se sont plaintes de la qualité de la pelouse. Donc justement, cette idée qui voudrait que ça se joue là-bas, nous tous on aurait été contents de voir le public venir nombreux, avoir plus de téléspectateurs ou encore des supporters sur ce stade, mais d'abord la qualité de jeu. Même s'il reste qu'on pouvait également jouer au stade de Japoma, où on a quand même vu une rencontre qui a mis aux prises l'Algérie et l'Ouganda. On sait que l'Algérie s'était plaint lorsqu'elle était venue jouer les qualifications de la Coupe du Monde face au Cameroun, mais lors du match face à l'Ouganda, elle a été très contente de jouer au Cameroun. La pelouse, on aurait pu délocaliser la rencontre du stade annexe par exemple pour le stade de Japoma, que ça n'aurait là, vous comprenez pourquoi les gens sont toujours prêts à tirer sur la FECAFOOT et accuser la FECAFOOT de tous les maux, même des maux dont la FECAFOOT n'est pas responsable. Donc, vous voyez que la FECAFOOT n'est responsable d'aucun stade. Les stades sont mis à la disposition de la FECAFOOT. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lire dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va lire dans les médias? On a mis 4 matchs mythiques, 4 équipes mythiques à l'annexe. Des gens déjà qui commencent à dire que ce n'est pas normal et tout. Mais il faudrait comprendre, c'est pour ça que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est en train de tout faire pour construire des stades de proximité propres à la FECAFOOT. On aurait plus ce genre de problème où on joue des matchs, on ne sait pas où on est programmé, on ne sait pas quel stade est disponible, on ne sait pas si l'aire des jeux est bien ou pas. Il y a des organisations qui sont faites pour s'occuper de tout ça. Si la FECAFOOT était propriétaire de ces stades, si la FECAFOOT pouvait prendre soin de l'aire de jeu, on aurait une meilleure rencontre, on aurait des meilleures rencontres, on aurait un meilleur championnat. Mais en attendant, il faut faire avec. On est dans un pays où c'est l'État qui construit les stades. Et aujourd'hui, on a un président de la FECAFOOT qui veut construire les stades de la FECAFOOT pour nous éviter ce genre de problème. Et sortant complètement de ce sujet des demi-finales de la Coupe du Cameroun, et on va parler de toute autre chose à présent. L'association des clubs professionnels de football du Cameroun n'aura eu qu'une semaine d'existence parce que l'agrément qui lui avait été donné a été retiré par le préfet du département du Vouri. L'association, peut-on le dire désormais, est donc inexistante. Une décision qui est survenue simplement quelques jours après qu'elle ait tenu sa première assemblée générale. Et après cette assemblée générale, on se souvient qu'elle avait donc livré des résolutions où il y avait également des injonctions adressées à la Fédération camerounaise de football. Retour sur cette actualité qui a été vécue de bout en bout par notre reporter Jean-Paul Boyot. Une démonstration de force pour les uns, une opposition au boycott pour les autres, en présence du général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel dissoute en 2022, l'association des clubs de football professionnel du Cameroun a tenu sa réunion ce jeudi 15 juin 2023 à Douala. Tout ce que vous voyez aussi dans la salle aujourd'hui sont des présidents de clubs.
On vous parlera des présidents qui sont suspendus, certains qui sont descendus, d'autres qui ne devraient pas faire partie de cette association. Non. Face à la presse, la nouvelle organisation constituée de 26 présidents de clubs de football d'élite Wanetou défend son projet. Alors qu'au même moment, du côté de Yaoundé se tient l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des clubs d'élite du Cameroun. Elle qui est accusée de connivence avec la fédération et ne pas défendre les intérêts des clubs. Nous avons relevé beaucoup de greffes auprès de l'ancienne ASEC, auprès de la SEC, que nous avons décidé de créer une nouvelle association pour pouvoir se faire entendre auprès de la tutelle. C'est justement l'injustice dont nous sommes victimes, pour la majorité d'entre nous ici, qui nous ont conduits à cette décision grave. Nous avons besoin d'une nouvelle plateforme de dialogue. Nous avons besoin de discuter dans d'autres termes et de façon conciliante. Cette division observée entre les dirigeants des deux associations a aussi en toile de fond la querelle sur les fonds de financement, telle qu'évoquée dans les résolutions 2 et 3. La CFPC demande un audit indépendant des fonds alloués au club de football professionnel par le gouvernement du Cameroun à travers le biais de l'Africafoot pour la saison 2021-2022. La CFPC demande un audit indépendant des fonds alloués au club de football professionnel par les sponsors pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023. L'association des clubs exige aussi dans sa résolution numéro 4 l'organisation des championnats Elite One et Elite 2 par la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC. Et voilà comment s'était donc déroulée cette réunion du côté de Bonamoussadi. Donc il y a eu des résolutions que vous avez pu écouter, relayées ici par notre reporter Jean-Paul Boyo. Et on se souvient qu'après cette réunion, le président du Stade Football Club de Bertois avait justement pris la parole et a fait certaines déclarations. Je vous suggère de revenir sur ces déclarations parce qu'il a été sanctionné par la Fédération camerounaise de football il y a quelques heures seulement. Donc revenons d'abord sur ces déclarations et après on va revenir sur ce qui constitue la grande actualité en rapport avec ce président. Du moment où je suis 7e au classement à la dernière journée, la 22e journée, c'était la dernière journée, j'étais 7e, je me trouve subitement relégué en division inférieure, c'est-à-dire en 2-2, sans aucun match. Pourtant, le match que j'ai joué à la deuxième journée me classait 7e. Mais d'où vient donc de 7e, on m'envoie directement en deuxième division, sans aucun match. Moi, je pense que si je suis ici aujourd'hui, c'est pour que notre football puisse avoir une bonne figure. Parce que quand on fait les arrangements dans les bureaux, on ne peut jamais avoir une équipe capable de nous ramener le titre de champion d'Afrique ou la Coupe d'Afrique. Donc il faudrait que les résultats soient donnés sur le terrain et que les matchs se jouent convenablement. Et maintenant les arbitres, on les accuse à tort. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur subvention quand ils vont jouer. Moi je leur ai demandé, mais comment vous pouvez vous laisser vous abaisser de cette manière-là? Ils me disent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le transport. Vous êtes sans ignorer tout ce que Stade de Bertois a vécu cette année. Une équipe qui était presque en première division, qui du jour au lendemain se retrouve reléguée en ligue départementale pour des raisons qu'aucun de vous n'admettrait, qu'humainement aucun d'entre vous n'admettrait. Donc je suis content de faire partie de cette nouvelle famille qui est composée des hommes très dynamiques et avec qui je suis sûr nous trouverons les solutions aux problèmes que nous avons. La fédération a intérêt à se mettre au travail parce que jusqu'à maintenant le football est le fils unique du Cameroun. Et à ce qu'on regarde, en constatant tout ce qui se passe sur le terrain, il ne va pas bien ce football. Et nous tous nous sommes conscients. Et contrairement à ceux qui pensent que la rencontre de cet après-midi est un affront,
Je suis parmi ceux qui pensent qu'effectivement, il faut mutualiser d'énergie, mutualiser de pensée pour un avenir meilleur pour notre football. Puisque l'enfant qui tape le ballon sur le terrain a des qualités, c'est au niveau des adultes, des organisations qu'on n'arrive pas à s'accorder pour donner à ces jeunes ce qu'ils attendent de nous. Ou bien redonner du blason à ce football qui est en train de mourir à petit feu si on ne fait rien. Et voilà, donc les réactions. On a d'abord, écoutez, il faut le préciser, le président Feutieux, lui qui a, on se souvient, démissionné du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football quelques heures seulement avant la mise en place de cette association qui par la suite a été donc voilà, on va le dire ainsi. Donc l'agrément qui lui avait été donné a été retiré par le préfet du département du Vouri. Et à la suite, on a écouté justement le président Itiélé Lucrèce du Stade Football Club de Berthois qui exprimait déjà sa désolation par rapport aux sanctions qui lui avaient été infligées, des sanctions qui ont été entérinées finalement. Et voilà, un mot à dire peut-être. Oui, je voudrais dire ici que la semaine passée sur ce plateau, quand j'ai été invité et qu'on parlait de cette nouvelle association de présidents, je vous ai dit ici que c'était une association de présidents bannis et que la majorité dans cette association était des présidents de mauvaise foi et que c'était des présidents qui ont le record de la malgérance de leur club dans l'histoire du football camerounais. Et ils ont trompé certains présidents. Ils sont allés faire croire que c'était un combat contre la secte de Pascal Aboundé. Ils ont fait croire à certains présidents comme le valeureux président Kamdem, qui a montré dans ce championnat camerounais et qui est propriétaire de 2 clubs, Astre et Fauveau, qui a toujours mis beaucoup d'argent et qui a toujours fait marcher ses équipes. Ils sont allés tromper le président du Stade Rennais de Mélon. Ils sont allés tromper certains présidents qui gèrent le club de manière exemplaire, en leur faisant croire que le président Pascal Aboundé empêchait la FECAFOOT de leur donner plus de subventions. Ils sont allés faire cette première assemblée générale où ces présidents-là étaient partants pour qu'il y ait une deuxième association qui puisse se tenir tête à celle du Pascal Aboundé, pour qu'il n'y ait pas qu'une seule association qui est pignon sur rue à la FECAFOOT. Mais après, ils se sont rendus compte qu'après cette première assemblée, certains présidents suspendus, radiés, et certains présidents qui ont le record de la malgérance de l'histoire du football camerounais sont venus entrer dans cette association pour régler des comptes avec la FECAFOOT, avec le président Samuel Eto'o. Et ces présidents ont compris qu'ils étaient déjà dans un flou, parce qu'il y a 2-3 personnes derrière cette association qui ne peuvent pas gérer le club convenablement, qui ne peuvent pas montrer l'exemple de management, mais qui poussent d'autres et se cachent et aller combattre, aller mettre les bâtons dans les roues de la FECAFOOT, dans le travail que la FECAFOOT fait. Donc, ces présidents-là, se rendant compte que la deuxième assemblée qui s'est tenue, ils ne sont pas du tout venus parce qu'ils étaient plus d'accord avec la direction qu'a pris cette association qui, à la base, était une deuxième association de clubs professionnels qui devrait permettre à la FECAFOOT d'avoir deux sparring partners. Donc, je dis ici encore que je suis content de savoir que le préfet les a retirés l'agrément et que ces présidents-là doivent apprendre à gérer leur club, doivent apprendre à accompagner le président Samuel Eto'o dans sa politique de grandeur du football camerounais et non aller toujours dans la roubladise et dans l'anaque et dans la malhonnêteté. Alors, on va dire que vous êtes responsable de vos propos parce que dans la note qui a été produite par le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, il n'y a pas ces motifs que vous êtes en train d'évoquer. C'est mes motifs à moi parce que je suis bien introduit et je connais ces présidents. On va supposer que ce sont vos avis et vous les assumez. Je les assume, bien sûr. On reçoit donc sur le plateau, voilà, c'est un autre panéliste qui nous rejoint justement sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission. Lui également habitué désormais. C'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois que je participe à votre émission. Tout d'abord, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de ce programme et je dois féliciter le président de la commission centrale des arbitres qui, pour la première fois, a innové en désignant les arbitres de division régionale pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun. Vous savez, c'est la première fois au Cameroun, ça ne s'est jamais passé. C'est aussi l'innovation que nous assistons pendant la mandature de Samuel Eto'o. Voilà, Lucas Nteme, on rappelle que vous êtes arbitre de football, on comprend bien la part belle que vous avez faite à votre hiérarchie. Alors, sur cette actualité, vous l'avez suivi également. Un avis sur ça. Tout d'abord, je dois féliciter. Comment comprendre qu'un agrément qui a été donné à une association et quelques jours plus tard,
soit retiré finalement. Oui, tout d'abord, je vais vous dire que je n'ai jamais fait les études d'administration, d'administration civile ou d'administration territoriale. Je dois féliciter sur ce plateau monsieur Serge Blanco qui est toujours dans les mailles et certaines choses de l'obscurité pour pouvoir pour dire la vérité aux téléspectateurs dans tous les médias où il est passé. Et aussi, je dois... Comment vous savez que c'est la vérité? Bon, il dit qu'il a causé avec certains... On est sur le terrain. Il est sur le terrain. Et je dois féliciter aussi, beaucoup de gens le savent, mais ne le disent pas. Je dois féliciter la SEC qui... tout récemment a président Pascal Aboundé 8 milliards de francs CFA pour le fonctionnement du championnat professionnel dorénavant. L'agrément a été donné, c'est vrai, mais ça a encore été retiré, peut-être pour des motifs dont on ne peut pas expliquer. C'est ça le Cameroun, et c'est ça aussi nos administrateurs civils, les administrateurs civils de ce pays ici. Voilà, donc on va, Claude Clément Zeko, on a quand même vu plusieurs présidents réunis quand même qui étaient courroucés par la manière dont ils ont été traités par la Fédération camerounaise de football avec des multiples sanctions qui ont été prises envers eux. Des sanctions justifiées. Justifiées selon la Fédération camerounaise de football. Mais par le passé, on n'a pas quand même vu ça. On se demande pourquoi seulement maintenant. Pourquoi pas avant? On n'a pas vu autant de sanctions envers les présidents. Sous le président Iya Mohamed, je vais vous le dire. Joseph-Antoine Bell avait été suspendu 5 ans. La question est... Avec les dirigeants d'une équipe Aïdéa qui avait mis assez de moyens, je ne sais plus comment l'équipe s'appelle. AS Babimbi, permettez-moi s'il vous plaît. La parole au Claude Clément Zeko. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir. Claude Clément Zeko, comment comprendre les présidents sont sanctionnés et ils réclament, ce qu'ils réclament jusqu'ici n'a pas encore été résolu. Hein. Ils ont dit par exemple qu'ils veulent que la subvention qui est donnée par le sponsor majeur du championnat soit dévoilée. Ils ont demandé également qu'ils puissent gérer par eux-mêmes les joueurs puisque ce sont eux qui les payent. La fédération n'a pas le droit de leur imposer un montant à donner aux joueurs. C'est entre autres choses qu'ils ont réclamé. Et on se souvient que tout au long du championnat, pour peu qu'un président disait qu'il n'est pas d'accord avec cette façon de faire, il était sanctionné. Il était directement sanctionné quelques jours plus tard et c'est ce qui est encore le cas parce qu'il y a un autre cas. Votre question laisse subordorer qu'ils ont adhéré à la SEC parce qu'ils étaient aigris. Et parce qu'ils étaient aigris, ils ont trouvé un refuge où ils pouvaient essayer de régler leur compte. Si c'est sous cet angle-là, ça me... Oui, un humain, ça réagit comme ça. Ils l'ont dit, hein, on l'a écouté. Oui, ils l'ont dit. Donc maintenant qu'on a rapporté l'agrément qu'on leur avait donné, ça veut dire qu'ils vont retomber dans les mêmes travers. Non, disons qu'il y a un flou artistique qui se passe autour de l'organisation des présidents de clubs en relation avec la fédération et même autrefois hier avec la ligue. Il faut que cela soit défini, que ce soit clair. Qui fait quoi et comment faut-il faire ce qu'il y a à faire? On punit les clubs, on les sanctionne suite à un comportement. Et lorsque la sanction n'est pas conforme au comportement, vous relevez que cette sanction-là n'est pas conforme. C'est pour ça qu'il y a l'appel. C'est pour ça qu'il y a l'appel, il y a les recours. On ne entre guillemets, ne fait pas justice en entrant dans un groupe parallèle pour pouvoir avoir l'appui et faire la riposte. Ce ne serait pas fair play. Être fair play, c'est reconnaître qu'on a commis une faute et que la réparation a été juste ou fausse. Elle peut être juste, vous l'acceptez. Elle peut être fausse, vous l'acceptez aussi. Et parfois, elle peut être fausse, vous refusez, pour amener à ce qu'il y ait bonne réparation. Aujourd'hui, il y a la VAR qui intervient. Parce qu'on comprend qu'un arbitre peut se tromper d'abord par mauvaise foi ou par excès d'activité. Par excès d'activité. Et même parfois par zèle. C'est-à-dire qu'il
il se prend pour le bon Dieu. Parce qu'entre-temps, les arbitres disent souvent sur le terrain qu'après Dieu, c'est eux. Bon, depuis là, cette phrase-là est en train de mourir depuis qu'on a installé la VAR. Parce que la VAR est venue tuer le côté Dieu des arbitres. Donc, lorsqu'une sanction est donnée, il faut pouvoir en tout cas, faire le recours si on n'est pas... Voilà. Maintenant, mais il faut aussi que celui qui sanctionne la faute, mais ne sanctionne pas les intentions de faute qu'on supposerait que les gens ont dans leur tête. Et on vous fait une sanction par rapport à une intention. Donc, quand on regarde le cas de Stade Berthois, ou même de Lausanne, on se peut se poser beaucoup de questions. De l'équipe de Limbe aussi. Oui, on peut se poser beaucoup de questions. Et même, aujourd'hui, même l'équipe de Limbe, pendant le championnat, si mes oreilles ne m'ont pas trompé, j'ai cru entendre un président de club ou les dirigeants d'un club dire que s'ils ont l'argent pour acheter leur match, si vous n'en avez pas, on s'en fout. Et il y a même des audios des joueurs qui ont circulé. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait du tout. Cette déclaration est extrêmement grave pour compromettre la qualité du championnat. Si on peut gagner un championnat parce qu'on a des moyens pour acheter l'adversaire, ce n'est plus fair play. Mais on a entendu un club le dire, mais on n'a pas sanctionné. Derrière, un autre a commis une faute, on a sanctionné au moins jusqu'à la limite, en utilisant le terme de mon mais voisin. Mais je ne pense pas qu'on sanctionne les dits, on sanctionne les faits réels. Oui. Maintenant, tu peux le dire et que sur le terrain, tu ne le pratiques pas. Je ne vois pas comment la fédération ou bien comment on va te sanctionner. Ce sera difficile, oui. Le problème de preuve, la preuve sera difficile. Et c'est avec ça que les arbitres nous coincent, nous, les entraîneurs sur le terrain. Parce qu'il fait quelque chose et après il te demande où est la preuve. Parce qu'il sait que matériellement, ce ne sera pas prouvé. Mais il sait qu'il l'a fait. Vous savez à deux que il l'a fait. Mais comme il n'y a pas de matérialisation, donc c'est pour dire quoi? Non. J'ai beaucoup aimé le magistère du président Samuel Eto'o en son début. J'ai beaucoup aimé. Parce que quand il est arrivé, il a compris que par le dialogue, tout pouvait s'arranger. Beaucoup de choses pouvaient s'arranger. Et c'est comme ça qu'il a tué définitivement tous les procès existants, même avant lui, et même jusqu'au TAS. Parce qu'il a pris langue avec chacun, il s'est entendu. Donc, dans le dialogue, les gens ont abandonné les poursuites qu'ils pouvaient faire et il est devenu à la fois légal et légitime. Aujourd'hui, son mandat ne souffre de rien. Malheureusement, on ne change pas ce qui marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, passez toujours par ce même dialogue. Les présidents de clubs sont des grandes personnes. La fédération est dirigée par de grandes personnes. Elle s'asseye, elle se pose des questions en se regardant droit dans les yeux. Quand vous posez une question juste, vous n'avez pas peur de ce qu'on va vous dire. Parce qu'on va vous donner aussi la réponse de la même manière que vous avez posé la question. Donc il faut s'asseoir et rechercher dans le dialogue les réponses qui vont aller avec, avant de sévir. Aujourd'hui, oui, tout le monde est dans la logique de va-t-en-guerre. Et c'est pour cette raison qu'on a comme l'impression qu'il y a une décrépitude générale qui s'installe, simplement parce qu'on ne s'entend plus de la même manière qu'on s'est entendu en tout début. Non, mettons chacun un peu de l'eau dans son vin et reconsidérons les choses. Ça, c'est le petit conseil que je peux donner. Alors, Coach Vassilios, pour sortir du sujet, est-ce que... je n'ai pas encore intervenu sur le sujet. Pour sortir, vous avez intervenu, vous avez longuement épilogué là-dessus. Au début, on vous a donné pratiquement 30 minutes. Non, mais pas sur le sujet de la suspension des clubs. Là. Non. Je voulais intervenir, vous m'avez demandé de laisser d'abord le coach. Coach Vassilios, un mot à dire, comment est-ce qu'il ne faut pas retourner au dialogue, comme c'était le cas en tout début de magistère de l'actuel président de la fédération? Bref, lorsqu'on analyse la situation actuelle, on peut se dire qu'il y a un malaise profond dans le football au niveau de l'élite. Maintenant, ce malaise est dû à quoi? C'est la question où il faut aller chercher des réponses. Donc, pour les cas d'espèce, par exemple, des sanctions, d'aucuns ont estimé que ces sanctions étaient beaucoup plus graves pour les présidents de club pour qui nous avons beaucoup de respect, parce qu'il faut le dire, s'il n'y a pas de président de club, il n'y aura pas de fédération. Nous-mêmes, les entraîneurs, nous ne serons pas en activité, les joueurs ne seront pas en activité, il n'y aura pas de football du tout. Donc, on leur doit du respect
Maintenant, derrière le respect qu'on leur doit, on doit canaliser leur action. Et en canalisant leur action, cela doit passer par les différents cahiers de charges et par une organisation saine et une certaine transparence dans la gestion qui peut donc amener les uns et les autres à parler d'un même langage. Maintenant, le football se joue avec les lois du jeu et les règlements de compétition aussi, qui à un moment donné peuvent vous exposer à des sanctions. Nous avons, dans les décisions que nous avons eues ou que nous avons reçues, dans les décisions d'homologation et de discipline, il ressort que l'équipe de Lausanne a été suspendue pour devoir le faire sur les officiels de match. D'un côté, peut-être ils disent pour eux que c'est les auteurs de troubles ne sont pas supposés être les supporters de Lausanne. Certainement, ils doivent faire appel parce que la décision ne les condamne pas. La décision les condamne, mais les laisse une porte ouverte pour aller faire appel, pour un peu restituer les faits. Nous avons vu le cas de Bordeaux, qui, à cause d'une seule personne, cette équipe a vu son avenir être totalement compliqué pour l'élite. Donc, c'est les faits qui vont avec les règlements, avec le code d'éthique et les règlements généraux. Maintenant, quitte à penser que les décisions sont graves, il leur appartient d'amener, n'est-ce pas, la contre-expertise ou démontrer auprès de la commission de recours que nous pensons que ici les décisions qui ont été rendues ont été aggravées. Mais dans les faits, c'est une application, n'est-ce pas, de la loi et des règlements généraux. Quand vous prenez le cas du stade de Bertois, dans la première décision qui a été rendue, il ressort qu'ils ont été absents à la 25e journée. C'est partant de ce motif qu'ils ont été sanctionnés. Derrière, bon, aujourd'hui, on voit une prolongation de la décision qui, n'est-ce pas, suspend également le président de l'équipe. Quand vous prenez les l'autre dernière décision, celle qui regarde option de Limbi, il ressort au motif aussi qu'ils n'ont pas joué les 2 dernières journées de la programmation de leur championnat régional. Or, le texte est clair. Quand vous ne jouez pas les 2 dernières journées, vous êtes forfait général. Bon, ça, il faut déjà d'abord restituer ça pour dire qu'on n'a pas créé les éléments de sanction. C'est les faits qui ont amené aux sanctions. Maintenant, voir si elles sont aggravées, c'est un autre pan, n'est-ce pas, qui est très ouvert aux différentes instances juridictionnelles de chaque équipe. Maintenant, pour revenir au problème des associations des présidents de club et leurs revendications, je crois que la session qui a eu lieu montre à dessein que les présidents de club ne parlent pas tous de la même voix. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ils ne parlent pas tous de la même voix. Parce qu'ils pouvaient rester au sein de la même association et revendiquer ce qu'ils ont du droit. Parce que ce que nous appelons subvention, c'est un droit au président du club. Quand vous amenez un annonceur, un sponsor, et quand vous obligez un club à porter l'effigie du sponsor, ce n'est pas une manne que vous lui donnez. Tout à fait. Okay, c'est un droit qu'il a. Donc, s'il y a du flou ou des mésententes ou des incompréhensions, c'est l'occasion de s'asseoir et de trouver. Mais quand nous on regarde vu de l'extérieur, on se rend simplement compte qu'il y a un malaise profond, n'est-ce pas, au niveau des présidents du club. Il revient aujourd'hui, et notre football a toujours été comme ça, mais d'utiliser le véritable tact qu'il faut pour amener la paix dans la famille du football. Sauf que dans le cas des décisions de forfait général que vous avez évoquées, donc on estime qu'il y a eu comme une sorte d'injustice parce qu'on se souvient qu'en début du championnat élite de football, il y a par exemple la Dynamo Football Club de Douala qui n'avait pas pris part aux 4 premières journées, mais finalement qui a réintégré le championnat sans que rien ne se passe. S'il vous plaît, ne pas prendre part et saisir le secrétaire général de la compétition avec des éléments de vous protéger. C'est comme lorsque vous êtes programmé, vous saisissez le secrétariat, c'est comme vous pouvez être même en route en train d'aller faire une compétition. Vous avez un accident. La première des choses à faire, c'est d'appeler le secrétaire. Le secrétaire va informer votre commissaire de match. Par la suite, vous allez vers l'instance de constat. Et ce sont ces éléments qui vont vous permettre de défendre votre cause si jamais une sanction quelconque vous a atteint. Donc, quand on dit qu'il y a injustice, je dis la même chose que vous. Ceux qui pensent que les décisions sont graves ou bien qu'il y a injustice, ils réunissent un dossier et ils vont avec les éléments à la chambre de résolution des litiges ou la chambre de recours. Tout simplement.
Et là-bas, je crois que les juges les plus avérés du Cameroun savent faire leur travail et ils vont rendre la décision du droit. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On va complètement sortir du sujet. Je peux intervenir. Je ne vais pas intervenir pour les suspensions. J'ai parlé de l'association, mais pas de suspension. On prendra toute l'émission à parler de... Non, mais permettez-moi que je sorte aussi deux mots. Non, on va passer à autre chose. On va parler du tournoi Interpool. Si vous me muselez, à Equinox, on dit la vérité. Mais si vous me muselez et que tout le monde intervient sur le problème de suspension que je ne peux pas, donnez-moi 2 minutes. On pourrait parler du sujet tout au long de l'émission. Non, mais je suis là pour donner certaines clarifications. On a justement un sujet important. Ça veut dire prochainement, ne m'invitez pas. Si je ne peux pas intervenir sur certains sujets. Si tout le monde peut intervenir. On a un sujet important à évoquer, c'est le tournoi Interpool. Le tirage au sort s'est tenu donc hier du côté du siège de la Fédération camerounaise de football. Le tournoi Interpool qui a justement déterminé les deux poules qui vont donc constituer les combinaisons de ce tournoi qui va se dérouler justement du 15 au 30 juillet 2023. Donc ces deux poules A et B qui ont été tirées au sort en attendant que chaque région livre bien sûr ses champions pour prendre part à cette compétition. Donc on regarde donc la poule de ce classement. On a donc dans la poule A, les équipes sont connues. On a justement dans la poule A l'Est, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Centre, l'Est Nord. Et puis dans la poule B, on a le Nord-Ouest, le Nord, l'Adamawa, le Littoral et le Sud. Donc voilà donc les deux poules pour le tournoi Interpool. On rappelle que pour ce qui est de la région du Littoral, les barrages sont annoncés pour le 1er juillet prochain et les équipes participantes sont elles aussi d'ores et déjà connues. Donc voici les combinaisons de ces matchs-là, comptant pour les quarts de finale du tournoi de barrage dans la région du Littoral. On note que Puma va jouer contre Caïman, club de Douala et Nilon sera reprise à Real Foot Academy et Botafogo va jouer contre African Foot Academy. Et enfin on aura une autre rencontre, c'est Remli de Botko qui va jouer contre AS Dibamba. Du côté de la région de l'Ouest, on a également les qualifiés pour les demi-finales. Les demi-finales vont justement se jouer dimanche le 2 juillet. Donc dimanche le 2 juillet, on va donc suivre la rencontre entre celui-là même qui est déjà engagé en demi-finale de la Coupe du Cameroun, Stade de Bandjoun qui va croiser Rizière du Noun. Et puis il y aura une autre rencontre, celle qui va mettre aux prises Renaissance du Noun à Volcan du Noun. Alors on va laisser donc le tournoi Interpool cette fois-ci parler de toute autre chose à présent. C'est Bamboutos Football Club de Bouda qui fait son mercato avec à sa tête désormais de nouveaux joueurs, des internationaux centrafricains justement qui ont rejoint l'équipe de Bamboutos Football Club de Bouda. Ils sont donc deux joueurs qui ont rejoint l'équipe de Bamboutos Football Club de Bouda et qui vont évoluer dans cette équipe pour le compte de la saison prochaine. Il s'agit évidemment de 2 joueurs internationaux. Voici le premier s'appelle Isaac Ngoma. Il est attaquant de l'AS Tempête Mokaf du côté de la République centrafricaine. Donc il est attaquant. Et puis le deuxième c'est Stéphane Kalimba. Lui il est latéral gauche de DFCB. Et puis il y a également l'entraîneur, un autre entraîneur, lui il est ghanéen qui sera donc désormais à la tête de Bamboutos Football Club de Bouda. Il a d'ailleurs été vice-champion du côté du Ghana la saison dernière, donc il rejoint les rangs de Bamboutos Football Club de Bouda. Il a donc pour lot de mission, selon le club, d'accompagner Bamboutos Football Club de Bouda plus loin lors du championnat de l'édition 2023-2024 et aussi plus loin du côté de la Coupe de la Confédération africaine de football. On comprend bien pourquoi Bamboutos Football Club de Bouda opte pour des internationaux. Et donc, il faut également le rappeler, ils sont donc plusieurs joueurs qui ont été mis à l'écart du club, 14 au total. Il y a d'autres joueurs qui ont rejoint également le club et donc on aura au fur et à mesure les noms quand ils seront donc livrés par le club Bamboutos Football Club de Bouda. On sort donc finalement par du judo et on parle de cette Camerounaise qui a donc brillé du côté de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Marie-Cécile Babamantia. Elle a été vainqueur dans la catégorie de moins de 52 kg junior. Elle a justement obtenu sa médaille en or pour avoir brillé à cette compétition du côté de la Côte d'Ivoire. Elle qui avait déjà également fait de belles performances du côté des Jeux de Birmingham en Angleterre.
et également au jeu de Konya du côté de la Turquie. Alors, on va donc sortir de cette émission parce que le temps imparti est arrivé à son terme. On va donner un dernier mot à chacun. Coach Vassilios, un dernier mot pour sortir. Qu'est-ce qu'on s'est dit pour sortir? Oui, il faut simplement dire que la saison a été suffisamment houleuse. Je crois qu'au niveau de l'élite, ceux qui sont au repos ont tiré les enseignements. C'est question pendant la trêve de cibler des joueurs pour la prochaine saison. Bon, au niveau du football jeune, on attend la clôture déjà avec le tournoi régional et bien évidemment le tournoi national qui s'annonce. Quant à nous, à l'ANAFOOT, on prépare aussi notre tournoi de pôle. Et je voudrais dire un grand bravo à l'équipe U17 de l'ANAFOOT qui joue la finale du tournoi Jérémy Ndjitab et aux U15 qui ont fini à la 3e marche du podium. Et vivement dire bonsoir, n'est-ce pas, une fois de plus, aux panélistes avec lesquels on a partagé le plateau et bien évidemment à tous nos téléspectateurs. Alors Serge Branco, vous n'allez pas nous en vouloir, hein. Vous avez vu qu'on avait pratiquement beaucoup de sujets à donner avant la fin de l'émission, donc on aurait pu ne pas le donner si on vous donnait un peu plus de temps. Peut-être on aura encore le temps d'échanger sur le sujet dans les prochaines éditions, mais qu'est-ce qu'on s'est dit pour sortir? Oui, pour sortir, je voudrais juste préciser ici qu'il y a une amalgame qu'on fait. Quand vous laissez ne pas expliquer les choses aux téléspectateurs, ça fait croire aux gens qu'il y a l'injustice à la FECAFOOT. Je vous dis, à la FECAFOOT, il n'y a que la justice. Et je tiens à sortir par là. Les sanctions qu'il y a sont basées sur les lois. J'ai l'impression que les présidents de clubs ne sont pas édifiés sur le règlement intérieur des clubs de compétition de la FECAFOOT. Je vous prends l'exemple du Stade de Bertois. La loi dit, si un club refuse de finir un match, ou si un club dit qu'il ne veut plus jouer, au cours d'un match, il dit je sors, je ne joue pas, il ne revient pas. C'est suspension. Et la loi dit encore que les 3 dernières journées, pour respecter la sportivité des compétitions, parce qu'avant, ce qui s'est passé, que quand il restait 3 journées, et qu'un club savait qu'il n'a plus rien à gagner, il vendait les matchs, il baissait le bras, il ne venait même pas jouer. Donc il y a une loi qui dit les 3 dernières journées du championnat, si tu déclares forfait, tu es suspendu pour 5 ans. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe de Limbé. L'équipe de Bertois, c'est parce qu'ils ont refusé de livrer un match, ils sont sortis d'un match, ils ont refusé de revenir. Donc il faut que ça soit clair. Il ne faut pas faire croire que la FECAFOOT, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc c'est ce que je voulais dire et c'est clair. Maintenant, pour sortir... Pour sortir. La réalisation nous fait déjà des grands signes. Bon, si vous m'avez laissé, j'aurais gagné 10 secondes. Pour sortir, je veux dire que le président de la FECAFOOT, on l'a dit ici sur le plateau qu'au début, a tendu la main. C'est parce qu'il a tendu la main que certains présidents ont voulu prendre le bras. Et s'il donne le bras, on va prendre la tête. Donc à un moment donné, il faut aller sur le terrain et être loyal, suivre les lois. Le temps des copinages, le temps des partenaires, le temps des deals de campagne est passé. Aujourd'hui, on veut des présidents qui sont là pour le football et non des présidents qui veulent jouer au paris sportif avec les arbitres ou jouer au Njambo avec les joueurs. Merci. Ça encore, ce sont vos propos. Parce qu'il y en a qui le font, j'en connais. Mais on rappelle également qu'on a justement invité plusieurs présidents du club qui étaient dans la nouvelle association qui a été finalement, dont l'agrément a été retiré. On parle de l'ACPFC et qui n'ont pas répondu favorablement à l'invitation, qui se sont prononcés au départ, mais enfin ont finalement désisté. Donc ça, il fallait aussi le préciser. Il ne faut pas croire qu'on est sur un plateau et qu'on a voulu que ça soit déséquilibré. Alors, on va également sortir par vous, Côte Clément Zeko, un mot pour ceci. Juste dire bonsoir et prendre rendez-vous avec les téléspectateurs pour l'émission de vendredi prochain. Voilà. Monsieur l'arbitre, Témé, on va également sortir. Oui, tout en espérant que les présidents des clubs de l'élite s'unissent et s'entendent pour dialoguer afin que le lendemain de cette association-là soit toujours meilleur. Et un coup de gueule aussi, c'est pour dire que il faut d'abord féliciter la ministre de l'Éducation de base qui se force à organiser tous les années la FENASCO Ligue B. Mais ça fait problème quand... le ministre, ça fait problème. Il y a problème quand chaque année, cette compétition se joue et il est difficile de voir les directeurs techniques nationaux des différentes fédérations sportives aux aides de compétition pour pouvoir détecter les jeunes talents parce que les victoires d'aujourd'hui se préparent, les victoires de demain se préparent aujourd'hui. Et justement, on parlait de la FENASCO Ligue B, voilà les finales à Douala justement avec en tête la région de l'extrême nord
Et la prochaine édition, ce sera à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Alors, on vous dit merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis donc, ce soir. On se donne rendez-vous donc vendredi prochain avec d'autres sujets assez intéressants. Voilà, merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, on remercie une fois de plus également l'équipe technique, la réalisation qui nous a accompagnés ce soir avec Dayasiana derrière les caméras, Innocent Abega. On a eu également la présence de Raoul Taboufo qui était également là, Théophile Tchunke, et on a eu également le coup de main ce soir de Carlos Minoué qui a également contribué à la réalisation de cette émission. On vous dit donc de passer une bonne soirée et on se retrouve à vendredi prochain lorsqu'il sera 21h sur les antennes d'Equinox Télévision.